Je suis chez ma psy ou quoi? Je m'appelle Romane, j'ai bientôt 29 ans, c'est inutile mais c'est bien de le savoir peut-être. Je suis donc sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement du deuil. J'ai choisi que les spécialités que personne ne veut prendre. À côté de ça, je suis aussi la fondatrice donc du podcast Après le vide, où je recueille la parole et les témoignages de victimes de violences. Parce que comme je le dis, il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Et à côté de ça encore, je suis cofondatrice et accompagnante dans l'association Défragmentée, où en fait, ici encore, on vient accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles dans la révélation des violences aux proches. Voilà. Au départ, je voulais pas du tout être sophrologue, je voulais être psychologue en soins palliatifs. Le problème que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, j'ai vécu des violences sexuelles pendant mes études de psycho. Qui dit violence sexuelle dit psychotraumatisme, dit stress post-traumatique. Donc j'étais plus en mesure de me rendre à certains cours à la fac, notamment ceux en fait psycho de la justice, etc. C'était plus possible d'être confrontée à des viols puisque c'est ce que je vivais chez moi. Donc j'ai continué d'aller à certains cours, mais à un moment donné, voilà, j'ai arrêté la licence, j'ai dit c'est plus possible. Je suis allée jusqu'en licence 3 quand même. Et après, en fait, j'ai fait 1 an sans rien faire, où vraiment je me suis dit je me concentre uniquement sur le fait de me réparer. Et c'est là que j'ai découvert en fait la sophrologie, où je me suis réapproprié un peu tout ce qui était corporel au-delà du psychologique. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, c'est un truc qui m'a vachement aidée. Et à partir de là, je me suis dit, tu seras jamais psychologue, en tout cas pas pour tout de suite, mais peut-être que tu peux accompagner les gens différemment et partir vers la sophrologie. Oh, je pense qu'il y a quand même une part de moi qui cherche un peu plus à être prise au sérieux, on va dire. Parce qu'on va pas se mentir, la sophrologie, c'est quelque chose qui est vachement stéréotypé, où il y a beaucoup de dérives aussi, quand c'est très mal fait, notamment par les ins du bien-être, comme je les appelle, ceux qui sont très, très perchés, qui spiritualisent un peu toutes les pratiques ou qui vont parler de guides, d'énergie, de machin comme ça, alors vraiment pas du tout. Et c'est aussi souvent ce que je dis, la sophrologie c'est une des pratiques alternatives, parce que moi je pars du principe que je fais pas de la médecine alternative ou complémentaire à quoi que ce soit. On est vraiment dans un autre registre. C'est une des méthodes qui est la plus physiologique en fait, qui se base sur la respiration, sur le relâchement musculaire. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des dérives en fait. Notre corps il fait très bien le taf et on peut vraiment avoir que ce seul outil en fait. Et en septembre, j'ai fait une formation pour les pros du bien-être et justement de tout le secteur vraiment bien-être pour arrêter en fait de faire n'importe quoi avec les victimes de violences sexistes et sexuelles. J'ai fait ma propre petite formation qui bien sûr n'est pas une spécialisation ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour donner un peu des conseils de base, genre arrêtez de faire de la merde. Et renseignez-vous sur tout ce qui est psychotraumatisme, stress post-traumatique, mémoire traumatique, etc., etc., quoi. Donc voilà. J'ai commencé à me former sur le deuil parce que ça a toujours été un sujet qui a été très important pour moi parce que déjà au départ je voulais être psy en soins palliatifs. Donc moi les trucs morbides, en fait, c'est trop mon truc. Et donc j'ai commencé par ça et ensuite je suis spécialisée dans l'accompagnement des victimes depuis ça va faire 2 ans. Le deuil, pour moi, alors je dis toujours aux personnes que j'accompagne qu'on fera jamais son deuil en fait et que le deuil il sera toujours différent en fonction de l'état dans lequel on est, des moments de notre vie aussi. Et au contraire, si on reste vraiment spécifiquement sur le cas du deuil dans le cadre de la perte de quelqu'un, non, au contraire, je vais plutôt c'est pas vraiment les inciter, mais en tout cas leur faire comprendre que la personne, ouais, ok, elle est partie, évidemment, elle reviendra pas, ça c'est sûr. Mais pour autant, la relation, elle peut perdurer dans le sens où il y a les souvenirs, il y a les valeurs qui ont été transmises, où on peut toujours se remémorer en fait la personne. C'est juste un peu le lien qui se transforme finalement, mais qui peut toujours exister malgré tout. Et de toute façon, ce qui détermine le deuil, en fait, c'est le lien qu'on a avec la personne défunte, en fait, rien de plus. Pour les violences sexuelles, c'est peut-être un peu différent. Il y a un peu une analogie qu'on pourrait faire dans le fait de se dire que il faut faire le deuil de la personne qu'on aurait pu être si les violences s'étaient pas immiscées dans nos vies, en fait. Si elles nous avaient pas été imposées. Ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup dans le discours de mes clientes, de mes clients, et puis même le mien aussi, au final.
Et il y a aussi le deuil des relations quand on révèle en fait les violences. Par rapport à l'entourage, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en arrivent en fait à couper les ponts avec leurs parents, carrément avec des membres de la famille, parce que la famille ne comprend pas, parce qu'ils veulent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes réactions, et qui cherchent pas non plus finalement ni à se former, ni finalement à s'intéresser en fait non seulement aux conséquences que ça peut avoir sur la personne, mais aussi sur les conséquences que ça peut avoir finalement dans les liens qui réunissent en fait toute la famille, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment des deuils qui peuvent se mettre en place par rapport à ça. Il y en a qui vont chercher à vouloir oublier et vraiment se faire le deuil et dire ça y est, c'est derrière moi, je suis passée à autre chose, et d'autres pour qui finalement ça va être cohabiter avec, et peut-être, comme je disais tout à l'heure, ouais, faire le deuil de la personne qu'on aurait pu être, qu'on aurait pu devenir si c'était pas arrivé finalement. En sophro, on est plutôt sur 8 à 10 séances à peu près. Mais ça dépend vraiment des personnes, et surtout dans le suivi des violences sexistes et sexuelles, là c'est quand même beaucoup plus long. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'en général, les gens qui viennent me voir, alors les personnes savent ce que je fais, mais c'est pas forcément l'objet de la visite. C'est plutôt oui, alors il s'est passé ça, j'ai ça comme symptôme. Puis au fait, oui, je me rappelle, tiens, mon oncle il m'a abusé sexuellement quand j'étais petite, quoi. Et là, on se dit, ah ok, mais en fait, le suivi, il prend une autre tournure et je comprends mieux pourquoi il y a ça, 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 ça. Mais en général, c'est pas vraiment l'objet de la visite. Je leur dis toujours, bah voilà, vous m'avez consulté parce que ça n'allait pas. Par contre, vous avez aussi complètement le droit de venir et de pérenniser en fait ce mieux-être qu'on a construit un peu ensemble, ou venir travailler un peu sur ce qui reste en fait, parce que 8 à 10 séances, c'est quand même pas beaucoup. Donc parfois il en faut un petit peu plus, et puis des fois, la vie n'est pas linéaire, quoi. Donc oui, c'est pas rare de revoir des personnes qui ont fini leur accompagnement. Et justement, ce qui est pas mal, c'est qu'on a déjà une belle base de travail en fait, et que y a quand même une alliance qui s'est créée. Forcément, on noue des liens, et c'est plus facile aussi de venir travailler ensuite sur des problématiques ponctuelles en fait. Défragmenté, en fait, c'est une association qui est née il y a presque 1 an. Ça fera 1 an au mois d'août. C'est parti d'une de nos fondatrices, Sarah, qui est aussi sophrologue, et qui s'est rendu compte qu'en fait, la sophrologie avait ses limites dans certains cas pour l'accompagnement, et que des fois, on aurait besoin d'aller au-delà, en fait, et de proposer vraiment tout un processus d'accompagnement à la révélation, en fait, des violences. Donc, on a eu cette idée l'année dernière. On a essayé de trouver l'accompagnement le plus juste possible. Et au final, en fait, on passe par la rédaction d'un livret qui vient vraiment recenser, si je puis dire, vraiment tous les faits de violence, l'historique finalement des violences que la personne a subies. Suite à ça, on ajoute aussi des éléments de psychoéducation, des éléments féministes aussi pour expliquer les violences. On prépare mentalement aussi la personne qu'on accompagne à la révélation. Il y a vraiment toute une préparation mentale pour qu'elle soit à la fois la plus contenue et sécurisée possible au moment de la révélation. Et quand vient la révélation, en fait, nous on est là, on assure une médiation en fait avec les proches, la famille, les amis, peu importe. Et on assure aussi après le suivi en fait de la famille en individuel ou en groupe si besoin. Le podcast, c'est venu... alors en fait, ça fait quelques années que j'avais envie du moins de faire un podcast, soit par rapport au fait de raconter mon expérience, soit écouter l'expérience d'autres personnes. J'osais pas parce que je me suis dit, ça va intéresser qui, en fait, de m'écouter parler toute seule dans un micro. Et puis finalement, en fait, je me suis installée avec mon mec actuel il y a 2 ans. Et à ce moment-là, c'était la première fois que je me remettais avec quelqu'un, que je vivais avec quelqu'un depuis les violences sexuelles, en fait. Une vraie relation, pas un truc qui sert à rien, quoi. Et j'ai commencé à revoir des conséquences qui revenaient petit à petit, notamment en termes de tout ce qui est confiance en lui. J'avais peur qu'il me trompe, j'avais peur qu'il se passe des dingueries quand il sorte, etc. Et vraiment, j'ai dû faire face à vraiment plein de reviviscences, de flashbacks, de trucs comme ça. Et je me suis dit, non mais là, je peux plus garder ça pour moi, je vais en parler. Donc j'ai commencé à en parler, et après je me suis dit, je vais essayer de lancer un peu un appel à témoignages. Voilà, je m'attendais pas à avoir beaucoup de témoignages. Et au final, aujourd'hui, je suis complète jusque avril l'année prochaine. Donc, on peut quand même dire que ça a bien marché. Voilà, c'est vraiment parti de ma propre expérience, mes propres traumas. Et après, je me suis dit, et si on les réunissait tous dans un seul et même podcast? Bien évidemment qu'il y a des témoignages qui sont plus difficiles que d'autres, où après, j'ai besoin quand même de me changer les idées, de faire autre chose, où je vais pas le monter forcément tout de suite.
ça m'atteint pas forcément psychologiquement parce que j'arrive à mettre la distance et qu'aujourd'hui, moi, je vais bien. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que si je m'étais vraiment lancée dans un moment où typiquement, je sais pas, moi, genre en 2017-2018, le podcast ne serait pas ce qu'il est en fait, et ce serait plutôt un truc hyper sombre, hyper dark, genre venez me tailler les veines et voilà. Mais non, aujourd'hui, j'ai vraiment la chance en fait d'être quand même rétablie, réparée, et de pouvoir encaisser sans que ça me revienne vraiment dans la tête, quoi, en fait. Quelque chose qui fait écho, ça me fait rien, en fait. J'ai pas d'émotionnel particulier. Ou si, des fois, je vais me dire, oui, tiens, c'est vrai que ça me fait penser à ça, et peut-être que moi aussi, enfin, c'est juste vraiment des interrogations que ça peut après avoir sur moi, en fait, où ça va me faire un petit peu plus réfléchir, mais ça dure pas dans le temps. Quand j'ai commencé le podcast, je vais dire que bon, j'étais encore dans un truc où les conséquences revenaient, mais que c'était quand même moins fort que ce que j'avais vécu. C'était plus la vie de couple qui a déclenché tout ça et qu'il fallait en fait juste que je trouve un peu mes repères, que je réajuste un peu tout ça. Mais ça allait quand même déjà beaucoup mieux. Là, je pense que depuis l'année dernière, en vrai, j'ai plus aucune conséquence, on va dire, des violences en fait. Ça va faire 1 an. Bien sûr qu'il y en a qui réussiront jamais, et c'est triste, mais ça arrive aussi. Mais pour autant, il y a d'autres personnes qui peuvent complètement se réparer, vivre avec. Après, quand je dis réparer, ça veut pas dire que j'y pense pas ou que y a forcément des moments où j'ai des petits coups de mou quand même, hein, où je me dis fais chier quoi. Mais ça dure quoi, 2-3 jours maximum et je repasse à autre chose, ou enfin et encore 2-3 jours, c'est on est sur la moyenne plutôt haute. Mais sinon non. Je vis très bien je vais pas dire en paix, c'est très stéréotypé, c'est très classique, mais voilà, je vis bien avec mon vécu, quoi. Ça m'atteint pas psychologiquement, on va dire. C'est plus la charge de travail qu'il y a derrière avec le montage, la réécoute, le contenu à préparer, etc., quoi. C'est fatigant. C'est peut-être le maître mot que je pourrais dire aujourd'hui, c'est fatigant. Je pense qu'effectivement, en fait, j'ai créé le podcast qui m'a manqué à l'époque. Au moment où ça m'est arrivé aussi, moi c'était en 2016, enfin fin 2016. Ça a duré 1 an et demi en tout, c'était des viols conjugaux. Donc de 2015 à fin 2016. Et il y avait encore pas MeToo, il y avait rien en fait, on parlait pas de viol vraiment comme on parle aujourd'hui finalement. Donc ça a été très difficile de trouver des ressources au départ, et la chance, entre guillemets, que j'ai, c'est que MeToo a explosé l'année d'après, en octobre. Donc j'ai vraiment eu un court laps de temps où je me suis dit, bon, je suis toute seule, je comprends pas trop ce qui se passe, voilà. Et c'est pareil pour la sophrologie, en fait. J'ai pas consulté de sophrologue à proprement parler, mais j'ai essayé vraiment de créer un accompagnement à la fois où, en fait, moi, je comprends parce que je l'ai vécu, mais au-delà de ça, j'ai aussi les connaissances sur le psychotrauma, sur l'état de stress post-traumatique, j'ai la connaissance des conséquences des violences, en fait, et à partir de ça, je me permets pas de faire de la merde. Alors que dans mon parcours personnel de soins, de réparation, j'ai été vraiment confrontée à des gens mais qui n'y connaissaient rien, qui ont fait beaucoup plus de dégâts en fait sur déjà une personne un peu bousillée, tu vois. Donc c'était assez compliqué. Je pense que c'est vraiment des choses que j'aurais aimé avoir à l'époque. Même typiquement l'accompagnement avec défragmenté, je pense que si ma famille avait eu ça, ça m'aurait évité d'autres traumatismes, je pense, sur les traumatismes. Je pense qu'il peut y avoir une façon de faire assez proche en sophrologie et justement quand j'enregistre des podcasts, dans le sens où j'ai toujours une posture d'écoute et où j'essaye vraiment de déculpabiliser les personnes, en fait, d'expliquer les concepts aussi, vraiment d'avoir une démarche aussi où les personnes peuvent réfléchir par elles-mêmes. En fait, c'est pas moi qui leur dis c'est passé ça et c'est ça, ça, ça. Non, pas du tout. C'est l'écoute active qui fait que ça peut se rejoindre en sophro et en podcast. Pour la 3e casquette, donc avec défragmenté, là on est dans une posture vraiment plus d'accompagnement et un accompagnement différent, puisque alors on peut faire des séances de sophro au moment de la préparation mentale pour venir effectivement détendre la personne, la relâcher, etc. Mais on n'est quand même pas dans une démarche de sophrologie. On est vraiment là pour expliquer les concepts, pour aussi faire entendre à la famille ce qui s'est passé. On a aussi un rôle de médiateur, donc c'est assez... c'est vraiment complètement différent, je pense, comme façon de faire. Il y a un truc peut-être un peu plus... peut-être pas sérieux, parce que je reste sérieuse dans les deux, en sophrologie et dans le podcast, mais ouais, on est plus amené à être sérieux et cadré dans l'accompagnement, en fait, avec Défragmenté.
Des suivis qui m'ont rendue la plus fière. Franchement, avec le podcast, je pense que c'est tous les témoignages que j'ai reçus. En vrai, c'est toujours différent. Il y a quand même toujours une bonne entente avec les participants et les participantes. Il y a toujours des liens qui se gardent après. Pas forcément sur la durée ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des liens qui sont là. En sophro, j'ai vraiment une personne à qui je pense et où je me dis quand même. Peut-être même 2 aussi, après c'est compliqué. Non, je peux pas dire qu'il y en a que 2 en vrai, c'est pas possible. Toutes les personnes que j'accompagne, en vrai, c'est toujours un plaisir en fait de voir qu'elles évoluent, qu'elles arrivent à atteindre leurs objectifs, qu'elles se sentent mieux, ou qu'elles prennent conscience de schémas qui sont pas forcément bons pour elles, de choses qu'elles reproduisent. Enfin, je peux pas choisir. C'est pas possible. La colère, moi, elle vient plutôt de, justement, des réactions de l'entourage. Quand j'entends vraiment que la personne n'a pas été soutenue, qu'on a remis en cause son vécu, qu'on minimise un peu les conséquences des violences, etc., ça va vraiment avoir tendance à m'énerver particulièrement. Tous les cas aussi d'inceste, ça m'énerve profondément aussi. Le tabou que l'inceste génère également dans les familles, c'est vraiment un truc qui me rend ouf. Le fait qu'on protège pas les enfants non plus. C'est peut-être bien les 2 sujets qui me tentent vraiment plus que les autres, on va dire. Il y a forcément une forme de tristesse parce que, alors même si je suis contente d'offrir cet espace, évidemment. Par contre, on se confronte au fait que c'est partout, tout le temps. Et enfin, quand j'ai commencé, jamais de la vie, j'aurais imaginé que d'être bookée jusqu'à l'année prochaine, en fait. Et à la fois, vraiment, je suis très heureuse de pouvoir offrir cet espace, mais d'un autre côté, ça me fait chier, en fait, d'être encore là et de devoir encore entendre des témoignages parce que je me dis, merde, mais quand est-ce qu'on va en sortir et quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Quand est-ce qu'on va vraiment prendre conscience de toutes ces violences, du système dans lequel on vit, enfin... Ouais, c'est vrai, je pense que c'est plus ce côté-là qui m'attriste. Sur mon compte Instagram, déjà, après le vide, il y a quand même beaucoup de prévention, de sensibilisation aussi, justement, repérer les mécanismes d'emprise, repérer les stratégies de l'agresseur, etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce travail-là qui est fait. Il y a aussi, avec l'association, on essaye de monter tout un projet autour de la sensibilisation aussi. On aimerait bien se déplacer, voilà, faire des interventions un peu partout. Donc ouais, on essaye vraiment d'être aussi sur ce terrain. Et c'est aussi une volonté de ma part, ouais. De la joie aussi, parce que mine de rien, c'est quand même des moments d'échange, des moments où on partage des trucs, et puis en général, vraiment, il y a quand même toujours une très bonne entente qui se met en place dans les enregistrements. C'est assez naturel, et même il y a du rire aussi, on peut le dire, parce que je pense que les personnes qui témoignent aussi, elles ont un peu le même humour que le mien, donc on va venir dédramatiser par ça aussi. Je crois que ça, c'est hyper important de mettre en avant le côté un peu, on dédramatise par l'humour, un peu de cynisme et tout. C'est un truc que j'aime beaucoup, ouais. L'humour, pour moi, c'est vraiment un moyen de pouvoir mettre les gens à l'aise. Évidemment, j'adapte beaucoup mon type d'humour, évidemment, en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Je vais me permettre des trucs vraiment hardcore, entre guillemets, avec la personne qui sera très à l'aise avec ça. Par contre, bien évidemment, quelqu'un qui est complètement traumatisé, je vais pas lui sortir mes meilleures blagues. C'est pas possible. Ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, au début de ma carrière de sophrologue, en fait, j'étais très sérieuse, très, très droite, très cadrée. Enfin voilà, je sortais de formation. Et ça me convenait pas du tout, en fait. C'était pas moi, je suis pas comme ça. Et depuis, ça fait 2 ans, en fait, que j'ai un peu pris un virage où je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Je vais pratiquer la sophrologie que j'ai envie de pratiquer et je vais essayer de créer des espaces sécurisants où les gens peuvent être comme ils ont envie d'être, en fait. Et si moi j'ai envie de faire de l'humour pour les mettre à l'aise, eux aussi, ils ont le droit de faire de l'humour en contrepartie. Ils ont le droit de... Ouais, je pense que vraiment, ça aide à désamorcer un peu les choses et à mettre à l'aise. Et pour le podcast, c'est sensiblement pareil, en fait. Ça vient vraiment détendre un peu l'atmosphère, surtout qu'on évoque quand même des sujets très difficiles. Je m'assure toujours de respecter les besoins, les limites des personnes que j'accompagne, que ce soit en sophro, avec des fragmentés ou sur le podcast. Il faut aussi prendre en compte si les personnes sont racisées, oppressées, discriminées, et en fonction d'eux, en fait, adapter le discours, tout simplement, et pouvoir leur proposer vraiment... un accompagnement qui soit le plus juste pour ces personnes, en fait, tout simplement. C'est vraiment prendre la personne dans sa globalité, en fait. Partir vraiment de la personne pour que ce soit le plus inclusif et le plus sécurisant pour elle et que la personne se sente contenue aussi. J'envoie souvent des messages quand même.
Il y a aussi toujours le moment le moment où justement je monte l'épisode où la personne le réécoute, parce que je fais toujours réécouter en fait les épisodes pour que les personnes puissent donner leur consentement, ça me semble quand même primordial. Donc là, je prends vraiment des nouvelles aussi, je laisse vraiment le temps aux personnes d'écouter comme elles ont envie. Et puis après, une fois que l'épisode sort, je suis aussi là, hein, vraiment, je dis aux personnes que elles peuvent me contacter, qu'il n'y a pas de souci, que j'assure le suivi après-vente, hein, vraiment. Oui, il y a que 24 heures dans une journée, certes, mais j'estime quand même qu'il faut être présente la plupart du temps. Je vais pas être présente la nuit si je dors. Par contre, dès que je peux, enfin, je regarde pas forcément les horaires. S'il est 22 heures et qu'on m'envoie un message, je réponds en fait. Je pense que je me dirais que, malgré tout, ça va aller, qu'on peut s'en remettre, que même si c'est difficile, on a tenu le coup. On l'a fait. Aujourd'hui, on est quand même heureuse. Et que ça finira par se tasser un jour, quoi. Avec un bon suivi psy. Ou sophrologique, évidemment. Ah, je suis pas comme ça, je me fais pas de la pub, moi.